Un mot lu avant minuit et après, tout était différent. Bienvenue sur Dossier, je suis votre modérateur Étienne Commenté d'où vous écoutez aujourd'hui, je suis curieux vos indications donnent vie à l'énigme. C'est parti, tout a commencé avec les Dahlias. Le club de jardinage de Saint-Marie-Migues, un groupe modeste mais sérieux de villageois passionnés de botanique, se réunissait chaque premier jeudi du mois dans la salle du presbytère. Ce mois de juin-là, leur rassemblement était marqué par une vague promesse d'été, ciel radieux, floraison abondante et un léger parfum de sirop de rhubarbe flottant aux fenêtres. Le concours annuel de fleurs rares du club était au programme, et cette année, Madame Isobel Sim était déterminée à remporter le concours. Elle arriva dans un nuage de parfums floraux et de certitude, faisant rouler un plateau couvert comme une magicienne protégeant son tour. Sous le tissu se trouvait un Paphiopedilum rothschildianum, une orchidée rare que son défunt mari avait importée de Bornéo des années auparavant et qu'elle entretenait depuis avec passion. Sa fleur était remarquable d'une couleur lit-de-vin profonde avec une curieuse bordure verte et personne ne pouvait nier qu'elle avait toutes les chances de gagner. Sauf peut-être Monsieur Gilles Tesbury, le nouveau directeur de l'école préparatoire voisine et nouvelle recrue surprise du club de jardinage. Homme nerveux, à la moustache savante et à la manière légèrement condescendante de s'adresser à toute personne de plus de 50 ans, ce qui, à Saint-Marie-Migues, était la plupart des gens. Il avait apporté un lys exotique de l'Himalaya dans un pot en terre cuite craquelée. C'était ravissant, saisissant même, mais il n'avait pas le même charme mystique que l'orchidée de Madame Sim. Miss Jane Marple, sageant assise près du samovar et tricotant ce qui allait devenir le 3e couvre-théière du mois, observait les petits frémissements de la compétition avec un intérêt modéré. Comme toujours, elle écoutait plus qu'elle ne parlait. Était également présent le révérend Calhoun, qui se sentait toujours un peu à l'écart du club de jardinage, mais qui y assistait consciencieusement, et mademoiselle Béatrice Folia, revenue au village après des années passées en Argentine. On racontait bien sûr des ragots sur mademoiselle Folia. Son retour soudain, les rumeurs de fortune perdue et un scandale jamais tout à fait confirmé impliquant son frère pendant la guerre faisaient d'elle l'objet de chuchotements constants. Mais ce soir-là, elle semblait satisfaite, voire joyeuse, assise à la table à thé, admirant les compositions. C'était une soirée agréable. Du moins, jusqu'à l'apparition du message. Juste avant le début du vote, M. Percy Hargreaves, le secrétaire pointilleux du club qui portait des guêtres par tous les temps, annonça que quelqu'un avait glissé un morceau de papier sous le porte-bloc des juges. Avec l'arrogance de quelqu'un qui proclame les 10 commandements, il s'éclaircit la gorge et lut à voix haute, « L'orchidée a été volée. » Demandez qui est entré seul après 11 heures. La vérité est morte depuis des années. Un silence stupéfait s'ensuivit. C'est mademoiselle Sim qui l'a cassé. Quoi? Eh, qu'est-ce que ça veut dire, s'exclama-t-elle, manquant de renverser son plateau de sandwich au concombre. Volé? J'ai cette orchidée depuis 20 ans. Monsieur Tesbury regarda par-dessus l'épaule de Percy avec un intérêt érudit. C'est une note plutôt curieuse, remarqua-t-il. Pas de signature. Pas même une véritable accusation, plutôt, une insinuation. Une énigme. Je fais pas, j'aime les énigmes, aboya Madame Sim. Et je n'aime surtout pas être accusé de vol. Surtout pas par des lâches qui refusent de signer. Miss Marple, tricotant toujours avec assiduité, leva légèrement la tête et dit, si je puis me permettre, le ton du mot suggère un certain type de personne. Quelqu'un qui se croit dans le vrai, mais qui a peut-être appris à être indirect. Il y eut des regards dans la salle. Puis des murmures. Qui était, vous êtes ici après 11 heures la semaine dernière? Demanda Béatrice dans un murmure au révérend, qui haussa les épaules, impuissant. Tu parles du soir où on a installé la table d'exposition, expliqua Percy. Oui, j'ai fermé juste après 11 heures. Mais Madame Sim et moi étions les seuls à rester à ce moment-là. Enfin, moi, je pensais nous étions. Ce soir-là, la réunion du club de jardinage prit fin tôt. Il n'y eut pas de vote. Madame Sim ramena son orchidée chez elle,
furieuse, suivie de Percy, qui était hors de lui, inquiet pour la réputation du club. Monsieur Tekesbury marmonna quelque chose comme quoi, les écoliers sont plus faciles à gérer que les jardiniers, avant de disparaître dans la brume. Béatrice s'attarda près de la porte du hall, scrutant le crépuscule comme si elle guettait quelqu'un. Miss Marple rentra lentement chez elle sous le clair de lune, son châle replié sur ses épaules. Quelque chose dans le mot la troublait pas son message, précisément, mais le chemin s'était écrit. Pas spontané. Non, le rythme était étudié, comme un vers d'une pièce oubliée. Et il y avait aussi quelque chose de théâtral dans sa prononciation laissée sous le porte-document, comme si le coupable voulait qu'il soit lu à voix haute au moment opportun. Elle s'arrêta sous le treillis de rosiers devant sa maison. Des années auparavant, dans un autre village, un incident similaire s'était produit. Un mot glissé dans un recueil de cantiques juste avant un mariage. Celui-ci avait également pointé du doigt dans l'ombre. Ça s'était mal terminé. Dans son salon bien rangé, Miss Marple s'assit et relut la copie du mot qu'elle avait discrètement demandé à Percy avant son départ. Elle l'examina non pas en détective, mais en vieille femme ayant côtoyé bien des gens au cours de sa longue vie, des gens qui mentaient, trahissaient et gardaient des secrets, toujours avec les mêmes tics et les mêmes révélations. La vérité est morte depuis des années, murmura-t-elle à voix haute. Eh bien, oui. Les vérités reviennent souvent. Mais parfois, elles reviennent de la manière la plus inconfortable. Elle glissa le mot dans la poche de son tablier et, avec un soupir, alla préparer sa tasse de lait chaud du soir. À minuit exactement, une lumière a été vue vaciller dans la fenêtre du grenier du chalet de Béatrice Follia. Et au matin, une deuxième note est apparue, cette fois clouée sur le panneau d'affichage de l'église avec une épingle à coudre. C'était plus court que le premier. Et bien plus inquiétant. Le mot épinglé sur le panneau d'affichage de l'église fut trouvé juste après l'aube par Monsieur Hecle, le bedeau, venu tôt polir le laiton avant la prière du matin. Superstitieux, il voyait souvent des présages dans les martinets ramoneurs et les moisissures, et il réagit en conséquence, il laissa tomber son chiffon et recula comme si le message risquait d'exploser. À 8 heures, tout le village en avait entendu parler. Dans la boulangerie de High Street, le mot était le seul sujet de conversation. Madame Pendlebury, qui vendait des gâteaux aux graines et des rumeurs avec autant d'enthousiasme, déclara qu'il s'agissait d'un « avertissement clair comme le jour », et suggéra que « quelqu'un devrait appeler l'évêque ». Monsieur Thomas Crispin, le boucher de Saint-Marie-Mide, proposa un point de vue plus sombre. La formulation est erronée. Minuit a dit la vérité, qu'est-ce que cela signifie? La vérité sur quoi? Sur l'orchidée? Ou sur quelque chose de complètement différent? À midi, 4 villageois s'étaient rendus chacun de leur côté à l'église pour contempler le panneau d'affichage avec une solennité théâtrale, mais aucun n'osait retirer le message. Il restait là, flottant légèrement au vent, comme pour mettre quelqu'un au défi d'agir. Pendant ce temps, Miss Marple vaquait à ses occupations habituelles du mardi. Elle rendit visite au marchand de légumes, s'enquit de la nouvelle employée de la poste, une jolie fille, mais trop prompte à rougir, puis fit un saut au presbytère, soi-disant pour rendre un livre de broderie emprunté. Le révérend Calhoun, troublé par le soudain regain d'intérêt de la paroisse pour le panneau d'affichage de l'église, l'accueillit avec un soulagement évident. « Je ne sais pas quoi penser de tout ça. » Avoua-t-il en frottant ses lunettes avec un mouchoir qui semblait faire plus de mal que de bien. D'abord ces bêtises au Garden Club, et maintenant, ça. Il fit un geste vague vers l'église, visible derrière la fenêtre du presbytère. C'est assez troublant. Oui, dit doucement Miss Marple en s'installant dans le fauteuil du vicaire. Cela a perturbé pas mal de gens, je crois. Même si, bien sûr, c'était peut-être le but. Tu penses que c'est une farce? Elle sourit faiblement. Je pense que c'est une performance. Même si je ne suis pas certaine si l'acteur joue pour effrayer, pour révéler, ou peut-être le plus dangereux pour punir. Le vicaire parut surpris. Punir? Miss Marple n'a pas donné plus de détails.
Au lieu de cela, elle demanda, avec une désinvolture soigneusement étudiée, « Est-ce que mademoiselle Folia est venue à l'office dimanche ?» Elle l'a fait. Elle s'est assise au fond, comme d'habitude. Elle a très peu parlé. Mais elle préférait toujours observer plutôt que parler. Oui, acquiesça Miss Marple en se levant. Une habitude utile. Merci, révérend. Elle partit sans autre explication, laissant le vicaire cligner des yeux dans le couloir. Dehors, le ciel s'était légèrement assombri, annonçant la pluie de l'après-midi. Miss Marple resserra son châle et se dirigea non pas vers son cottage, mais vers l'extrémité du village, où se dressait le cottage Ivy, caché derrière des envahissantes et une tonnelle de rosiers négligés. Béatrice Folia ouvrit promptement la porte, comme si elle attendait quelqu'un. Elle paraissait pâle et posée, les cheveux relevés avec une simplicité étudiée qui lui donnait l'air d'une femme d'âge mûr cherchant à paraître plus jeune, ou peut-être l'inverse. « Mademoiselle Marple » dit-elle sans une inflexion particulière. « C'est très aimable à vous de venir nous rendre visite. » Miss Marple ne chercha pas à faire semblant. « Je me demandais, dit-elle, si vous aviez vu quelqu'un devant chez vous hier soir. Vers minuit, peut-être ?» Les doigts de Béatrice se crispèrent légèrement sur le chambranle. « Pourquoi le ferais-je ? La lumière de ton grenier était allumée. »« C'est impossible. Je n'utilise pas le grenier. »« Ah. Alors peut-être que quelqu'un d'autre l'a fait. » Ils se fixèrent un long moment. Puis Béatrice recula et ouvrit la porte plus grande. « Voulez-vous du thé ? » « Je voudrais. » À l'intérieur, le salon sentait légèrement la cire à la lavande et, en dessous, quelque chose de plus ancien, le moisi, ou peut-être des souvenirs. Miss Marple remarqua une photographie sur la cheminée, 2 enfants, un garçon et une fille, assis devant une chaumière. L'image était décolorée par le soleil et ses coins étaient recourbés. Béatrice capta son regard. « Mon frère et moi, dit-elle. Il y a longtemps. C'est ton frère qui était dans les journaux, je crois. » Le sourire de Béatrice n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Oui. Même si les journaux se soucient rarement de l'exactitude. »« Tout à fait. Ils préfèrent les conclusions aux questions. » Miss Marple sirota son thé. « Dites-moi, il jardinait aussi ?» Béatrice cligna des yeux. « Mon frère ? Non. Jamais. Il avait le rhume des foins. » Elle laissa échapper un léger rire, puis ajouta, « Cette conversation porte-t-elle sur le mot ? » En un sens. Je m'intéresse à la psychologie de la chose. Après tout, celui qui l'a écrite voulait qu'elle soit vue d'abord au Garden Club, maintenant au conseil paroissial. Il ne se cache pas vraiment. Il pose. Pour attirer l'attention. Pour le jugement. Béatrice ne répondit pas. Sa tasse tinta doucement lorsqu'elle la reposa sur la soucoupe. En partant, Miss Marple regarda une fois de plus la fenêtre du grenier. Une légère tache sur la vitre attira son attention, des empreintes digitales. Ou peut-être juste de la poussière. Quoi qu'il en soit, quelque chose avait troublé le calme de la pièce, même si Béatrice ne le disait pas. À l'heure du thé, la 2e note fut retirée par qui, nul ne le savait. Mais son impact demeurait. Le village n'était plus seulement curieux. L'atmosphère était tendue. Les conversations s'éteignirent lorsque d'autres personnes entrèrent dans la pièce. Les portes avaient été verrouillées plus tôt. Les enfants étaient tenus à l'écart. Et puis vint la 3e note. On ne l'a pas retrouvée publiquement, mais en privé, glissée dans la boîte aux lettres de Giles T. Kesbury, le maître d'école. Il l'a trouvée à l'aube et l'a apportée directement au cottage du gendarme, le visage blanc comme le col de sa chemise. L'agent Pi, un jeune homme au visage trop frais pour son uniforme, a lu la note 2 fois avant de se gratter la tête. « Tu as menti à propos de la clé. L'orchidée n'en était qu'une partie. Ton heure approche. Minuit le sait. À 10 heures, la nouvelle s'était répandue. À 11 heures,
Kesbury avait pris un congé maladie du Garden Club. Et à midi, Miss Marple avait demandé, très poliment, à consulter le message. Je ne comprends pas, admit Pi en le lui tendant. C'est comme si quelqu'un essayait de nous faire mourir de peur avec de la poésie. Miss Marple ne répondit pas. Son attention était concentrée sur un seul mot. Clé, murmura-t-elle. C'est curieux de mentir à ce sujet. Pi fronça les sourcils. Tu crois que c'est littéral? Oh oui, dit-elle doucement. Je crois plutôt que oui. De retour chez elle, Miss Marple posa les 3 notes sur sa table, côte à côte. Elle n'avait pas besoin de loupe. Ce qu'elle cherchait, ce n'était ni de l'encre ni un presse-papier, mais le phrasé. Le ton. Le choix de la métaphore. Et tandis qu'elle les relisait, ses lèvres se pincèrent légèrement. Il y avait quelque chose d'étrangement intime dans leur construction. Un motif, certes, mais plus que cela, un rythme. Comme quelqu'un qui raconte une histoire avant de s'endormir, à l'envers. Dehors, le tonnerre grondait au loin sur les collines. Minuit, semblait-il, n'avait pas fini de parler. Le lendemain matin, l'atmosphère à Saint-Mary-Mead s'était épaissie comme une craie anglaise rafraîchissante. Les rosiers étaient encore en fleurs et les allées serpentaient encore paresseusement à travers les haies, mais tout semblait attentif, instable. L'air était âpre, et même le chant des oiseaux semblait s'interrompre maladroitement entre 2 trilles. À l'épicerie du village, Madame Pendlebury enveloppa une boîte de sucre d'orge dans des couches inutiles de papier kraft tout en chuchotant à Mademoiselle Hartnett à propos du maître d'école. Il est ici depuis à peine 6 mois, siffla-t-elle, et maintenant il y a un hôte, de toute chose, l'accusant d'avoir menti à propos d'une clé. Quelle clé, je vous le demande. Qu'a-t-il de si précieux? Mademoiselle Hartnell, qui croyait que tous les nouveaux arrivants étaient intrinsèquement suspects, acquiesça simplement. Je n'ai jamais fait confiance à un homme avec une moustache pareille, murmura-t-elle. On dirait qu'il cache quelque chose en dessous. Pendant ce temps, à l'autre bout du village, Giles Kesbury restait barricadé dans l'école, ayant refusé toute visite, à l'exception d'un policier dépêché de Mush Benham pour recueillir sa déposition. Même celle-ci, disait-on, avait été brève et teintée d'indignation. Miss Marple, ayant terminé son petit déjeuner, un œuf à coque et 2 tranches de pain grillé légèrement beurré, plia le journal sans vraiment l'avoir lu. Elle avait passé une bonne partie de la nuit précédente à penser non pas aux orchidées, ni même à Béatrice Folia, mais aux étranges tournures de phrases des notes. Minuit c'est. Ce n'était pas seulement un avertissement, c'était une signature. Une personnalité. Quelqu'un homme ou femme choisissait de parler à travers un masque. Ce genre de comportement n'était pas aléatoire. Il était délibéré, théâtral et souvent ancré dans une dimension profondément personnelle. Miss Marple, qui avait connu une jeune fille qui s'envoyait des mots anonymes pour s'attirer la sympathie de sa mère, avait reconnu ce phénomène. À 10h30, elle avait coiffé son bonnet et se dirigea vers la bibliothèque du village, où Mademoiselle Caroline Eward conservait les archives paroissiales dans un ordre un peu moisi. Mademoiselle Eward était une femme mince et grande, aux doigts longs, portant un pince-nez et possédant la diction précise de quelqu'un qui avait autrefois étudié l'élocution avec un grand sérieux. Elle n'appréciait généralement pas qu'on l'interrompe dans son catalogage. Mais pour Miss Marple, elle a fait une exception. « Oh oui, ma chérie, dit-elle en la conduisant vers un meuble dans un coin. Les papiers du Garden Club sont là. Tous, depuis 1904. Le vieux monsieur Abernathy était un passionné de roses, il en a documenté chaque pétale. Que cherchez-vous? Les listes des membres. Peut-être d'il y a 20 ans. Je m'intéresse à qui utilisait appartenir mais ne le fait plus. Mademoiselle Eward cligna des yeux. Mon Dieu! Vous pensez que cette histoire de billets? Je pense, dit Miss Marple, que les souvenirs sont comme des graines. Ils dorment pendant des années, puis quelque chose la lumière du soleil, l'eau, une rencontre fortuite les ramène à la vie.
Elle passa plus d'1 heure à éplucher des registres jaunis et des procès-verbaux écrits d'une écriture striée. Quelques noms attirèrent son attention, mais un en particulier la fit s'arrêter, Simon Follia. Inscrit comme membre honoraire, vers 1938. Juste avant la guerre. Cela n'avait rien de surprenant en soi. Mais plus loin dans le compte-rendu, dans une note de 1942, elle découvrit quelque chose de plus curieux. La propriété Follia est actuellement en vente temporaire au comté. Le jardin n'est plus entretenu. Les membres honoraires ont été révoqués. Miss Marple plia soigneusement la page et la remit dans le dossier. Elle resta assise un moment en silence avant de se lever. Devant la bibliothèque, le temps était maussade couvert, mais refusant de pleuvoir. Un groupe d'enfants passa en courant, criant qu'un chien avait poursuivi un lapin à travers la clôture du curé. Leur voix était aiguë, trop forte dans le silence. Miss Marple descendit la ruelle jusqu'au bureau de poste, où la nouvelle fille, Shirley, l'accueillit avec un sourire hésitant. « Bonjour, Miss Marple. »« Belle journée ?»« Cela reste à voir, » dit gentiment Miss Marple. « Dites-moi, ma chère, vous souvenez-vous avoir livré quelque chose d'inhabituel la semaine dernière? Peut-être une enveloppe qui semblait vide, ou anormalement fine ?» Shirley fronça les sourcils et se mordit la lèvre. « Eh bien, il y en avait une, maintenant que tu le dis. Une enveloppe bleu pâle, sans adresse de retour. Passée chez Mademoiselle Follia vendredi. C'était étrange. Comme si rien ne se trouvait dedans. Mais elle était bien scellée. « dit Miss Marple. « Merci. C'est très utile. » L'enveloppe bleue la harcelait tandis qu'elle rentrait chez elle. Il y avait quelque chose d'étrangement théâtral à envoyer une lettre vide. Un message non pas en mots, mais en absence. Elle mit cette idée de côté et se remit à tricoter, non sans raison. Tricoter, pour Miss Marple, était toujours une forme de réflexion. Cet après-midi-là, un autre événement se produisit. L'agent qui frappa à sa porte, un sourire d'excuse et un bloc-notes sous le bras. « J'espère que je ne vous dérange pas, Miss Marple. »« Pas du tout, agent. »« Entrez. » Il entra, l'air inhabituellement solennel. « On nous a signalé un crime. »« Ce n'est pas vraiment un crime, mais c'est étrange. Madame Isobel Sim a trouvé sa serre cambriolée. Rien n'a été volé, mais son orchidée, le orchidée, a été manipulé. Le sol a été remué et un objet métallique a été trouvé près des racines. » Les yeux de Miss Marple se rétrécirent. « Puis-je le voir ?» L'agent fit sortir un petit sac de preuves. À l'intérieur se trouvait une clé, petite, en laiton et rouillée sur les bords. « La police pense qu'il a pu être laissé tomber par l'intrus, a-t-il dit. Ou peut-être enterré délibérément. » Miss Marple prit le sac et le tourna doucement à la lumière. « Savez-vous ce qu'ouvre cette clé? » Aucune idée. Ça ne correspond à aucune des serrures de l'abri de jardin. Madame Sim jure ne jamais l'avoir vue. Alors ce n'était pas censé ouvrir quoi que ce soit dans sa serre. Miss Marple rendit le sac. C'était censé être trouvé. Pic cligna des yeux. Mais pourquoi l'enterrer? Pour suggérer un lien, dit Miss Marple à voix basse. Entre le mot, l'orchidée et la clé. Quelqu'un veut nous faire croire qu'un mystère se cache sous nos pieds. Et il se donne beaucoup de mal pour le dramatiser. Ce soir-là, alors que le village se recroquevillait à l'intérieur pour parer à la menace de pluie, un 4e billet fut découvert. Cette fois, il n'avait pas été laissé anonymement. Il fut retrouvé plié dans un livre rapporté à la bibliothèque. Le langage des fleurs, rien de moins, par nul autre que Mademoiselle Béatrice Follia. L'écriture était la même, mais le ton avait changé. Minuit était témoin. Maintenant, le silence est une trahison. L'un de vous l'a aidé. L'un de vous a menti pour lui. Le jeu s'arrête lorsque la vérité est découverte sous la tonnelle de rose. Le livre avait été emprunté 2 jours plus tôt. Miss Marple,
l'ayant elle-même emprunté de nombreuses années auparavant, se souvenait que le chapitre 11 décrivait les significations victoriennes de diverses fleurs. Les roses, en particulier, avaient des significations multiples, le blanc pour l'innocence, le rouge pour l'amour, le jaune pour la jalousie. Et sous la tonnelle, disait la note. Au crépuscule, elle se tenait de nouveau à l'orée d'Ivy-Cottage, scrutant les branches de rosiers enchevêtrées. La tonnelle n'avait pas été entretenue depuis des années. Mais le sol en dessous à y regarder de plus près était plus meuble qu'il n'aurait dû l'être. Récemment retourné. Son cœur s'accéléra légèrement, non pas de peur, mais de certitude. Quelque chose avait été enterré là. Quelque chose d'important. Et Miss Marple avait l'intention de savoir précisément quoi. La pluie est tombée pendant la nuit d'abord douce, puis régulière et insistante, claquant doucement contre les fenêtres de Saint-Mary-Mead comme un enfant cherchant à entrer. Le lendemain matin, le ciel était gris et détrempé, avec des flaques d'eau accumulées le long des chemins et des haies s'affaissant sous leur propre poids humide. Mais ce n'était pas la météo qui préoccupait les villageois. À 8 heures, la nouvelle s'était répandue. Quelqu'un avait été vu en train de creuser dans la tonnelle de rosiers d'Ivy-Cottage juste avant l'aube. C'est Monsieur Pritchard, le laitier, qui l'a repéré lors de sa tournée. Une silhouette floue, dit-il, encapuchonnée et pressée, tapie parmi les rosiers enchevêtrés derrière la maison de Béatrice Follia. Il n'avait pas osé enquêter, étant un homme raisonnable avec une cheville douloureuse et un chariot rempli de livraisons, mais cette vue l'avait glacé. L'agent y arriva au chalet avant le petit déjeuner, convoqué par le vicaire lui-même, et fut surpris de trouver Béatrice habillée et calme, assise à sa petite table de cuisine avec une théière et une assiette de pain grillé froid devant elle. « Je sais pourquoi tu es là, » dit-elle simplement, sans lever les yeux. Puis s'éclaircit la gorge. « On m'a signalé, mademoiselle, que quelqu'un a été vu en train de bêcher dans votre jardin ce matin. Et vu, tout ça, ça nous aiderait si on y allait. » Béatrice fit un geste vers la porte de derrière avec un léger sourire fragile. « Il te faudra la clé du portail de la tonnelle. Elle est coincée. » Miss Marple arriva peu après avoir reçu un appel téléphonique discret de la femme du pasteur, fervente partisane du soutien moral. Elle trouva Pi debout devant la tonnelle de rosiers, son uniforme trempé et l'air consterné. « Il y a quelque chose ici, » dit-il doucement tandis que Miss Marple approchait. « On a retourné le sol récemment. Juste quelques centimètres plus bas. » Il brandit une bêche, empruntée au hangar de Béatrice. « Je ne voulais pas aller plus loin sans témoin. Je crois que je peux être utile, » dit Miss Marple, s'avançant avec son calme habituel. Ils travaillèrent en silence pendant quelques minutes, décollant des couches de terre humide. À environ 30 centimètres de profondeur, la bêche heurta quelque chose de solide, une vieille boîte en bois, fissurée, aux charnières rouillées. Il ouvrit avec le bout de la bêche. À l'intérieur se trouvait une liasse de papier, enveloppée dans ce qui ressemblait à du ciré. Une fois dépliée, elle révéla une collection de lettres, brunies par le temps et soigneusement attachées avec un ruban. Certaines étaient signées, d'autres non. Et sur le dessus, pliée avec plus de soin que le reste, se trouvait une seule feuille plus grande, dactylographiée. Pi lut à haute voix, « À qui de droit, la vérité ne doit pas mourir avec moi. J'ai enterré ces lettres parce qu'elles prouvaient ce que personne ne voulait admettre, l'innocence de Simon Follia. La clé n'était pas la sienne. Le mensonge, oui. Et un jour, quelqu'un paiera pour avoir caché cette vérité. » Il y eut un long moment de silence. Miss Marple, les lèvres pincées, se tourna vers Pi. « Je pense qu'on ferait mieux de rentrer, pas vous ?» À l'intérieur du cottage, Béatrice était toujours assise à table, les mains jointes sur ses genoux. Elle ne lisait pas les lettres. Elle regardait par la fenêtre, en direction du jardin. Miss Marple était assise en face d'elle, non invitée mais pas indésirable. « Tu n'as pas écrit les notes, » dit-elle doucement. Béatrice secoua la tête. « Non. Mais vous les avez vues. »« Laissées dans ma boîte aux lettres. Sans signature, mais je le savais.
Sa voix était douce, presque un murmure. Je savais qu'il viendrait pour le passé. Miss Marple hocha la tête. Ces lettres, les avez-vous enterrées? Non. Mais je savais qu'ils étaient là. Mon frère me les a donnés la veille de son départ. Il m'a dit de les garder précieusement. Et quand ils l'ont arrêté, quand ils ont prétendu qu'il s'était introduit dans le presbytère et avait volé les fonds de la paroisse, j'ai voulu parler. Je l'ai fait. Mais père m'a fait jurer de ne pas le faire. Il a dit que cela nous ruinerait. Que même si Simon était innocent, le scandale détruirait le peu qui nous restait. Ton père était un homme fier. Béatrice eut un rire creux. Il est mort en s'accrochant à cette fierté comme à une bouée de sauvetage. Et j'ai gardé les lettres enterrées, comme Simon l'avait demandé. Jusqu'à maintenant. Pourquoi maintenant? Demanda Miss Marple, mais la question n'était pas acerbe. Béatrice baissa les yeux sur son toast froid. Parce que quelqu'un d'autre l'a découvert. Et ils veulent nous punir tous de ne pas avoir parlé plus tôt. Plus tard dans la journée, de retour à son cottage, Miss Marple était assise dans son fauteuil, les lettres étalées devant elle sur un apron en dentelle. L'écriture était claire, le ton passionné et blessé. Simon Folliat avait écrit à une fan Alice Gray à plusieurs reprises, la suppliant de fournir des preuves qui le laveraient. Mais Alice ne répondit jamais. La dernière lettre, datée de juin 1943, était la plus accablante. Tu as la clé, Alice. Tu sais que ce n'était pas à moi. Tu sais que je n'ai jamais touché à cet argent. Je sais que tu avais peur d'être démasqué. Mais si tu ne parles pas, tu me condamnes. Et un jour, si justice est faite, tout cela te reviendra. Miss Marple plia soigneusement la lettre et ferma les yeux un instant. Alice Gray. Ce nom avait une signification, et puis il lui vint à l'esprit. Alice Gray s'était mariée en 1944. Elle avait déménagé au village, brièvement, en tant que veuve de guerre. Et son nom de femme mariée était Alice T. Kesbury. Miss Marple se leva aussitôt. Le maître d'école était dans son bureau, parcourant ses copies d'examen avec une concentration forcée lorsqu'elle arriva. Il leva les yeux, surpris. Miss Marple, quelle surprise! Je ne prendrai pas trop de votre temps, dit-elle, assise sans invitation. Je suis venue pour votre mère. Ma mère? Oui. Alice T. Kesbury. Avant cela, Alice Gray. Elle a vécu ici pendant la guerre, n'est-ce pas? Il cligna des yeux et se raidit. Oui. Elle l'a fait. Est-ce qu'elle t'a déjà parlé d'un homme nommé Simon Folliat? Il hésita. Pas, directement. Miss Marple l'observa. Mais elle vous a dit quelque chose. Gilles T. Kesbury se leva, alla à la fenêtre et joignit les mains derrière son dos. Elle m'a dit qu'elle regrettait certaines choses. Ne pas avoir parlé quand il le fallait. Que le village avait fermé les yeux sur une injustice. Elle ne l'a jamais nommé, mais j'ai reconstitué l'histoire. C'est toi qui as écrit les notes, dit doucement Miss Marple. Il ne l'a pas nié. Pourquoi maintenant, demanda-t-elle, reprenant sa question précédente. Elle est morte l'hiver dernier, dit-il, les yeux toujours fixés sur la pluie. À l'hôpital. Discrètement. J'ai fouillé ses affaires. J'ai trouvé une copie d'une des lettres. Et j'ai su. Miss Marple se leva. Vous vouliez justice. Je voulais que le village reconnaisse ce qu'il avait fait. Qu'il reconnaisse le mensonge. Je pensais peut-être bêtement qu'en les poussant à culpabiliser, ils avoueraient. Que quelqu'un dirait la vérité. Et quelqu'un l'a fait, dit Miss Marple. À cause de toi. Il se retourna, surpris. Alors tu ne vas pas me dénoncer? Elle sourit, un peu tristement. Vous n'avez commis aucun crime, monsieur T. Kesbury. Vous avez remué de vieilles eaux. Mais parfois, elle, besoin d'être remuée. Dehors, la pluie avait cessé. Le ciel,
bien que toujours gris, s'était légèrement éclairci à l'est. Et dans son salon ce soir-là, tandis que la bouilloire bouillait et que le chat s'installait à ses pieds, Miss Marple écrivit un dernier mot. Ni anonyme, ni menaçant. Juste la vérité. Et elle l'a envoyé, soigneusement plié et signé, au journal local. Parce que, comme elle le savait bien, dans des villages comme St. Mary Mead, rien ne voyageait plus vite qu'une lettre correctement rédigée. La vérité, une fois publiée, se propagea à travers St. Mary Mead comme un vent de printemps, d'abord murmuré, puis précipité, bouleversant chaque rideau bien rangé et réveillant chaque vieux doute. Mush Benham Herald, un hebdomadaire modeste qui ne proposait généralement guère plus que des listes de membres des églises et des conseils de jardinage, a publié la lettre soigneusement rédigée de Miss Marple en page 2 sous le titre « Lettre ouverte concernant l'affaire Follia, une question de conscience ». Il ne citait pas de nom, ni ne dramatisait. Miss Marple ne cherchait pas à humilier qui que ce soit. Elle se contentait d'exposer les faits tels qu'ils étaient apparus. Un jeune homme nommé Simon Follia avait été un jour accusé de vol et s'était enfui sous un nuage, des hêtres enfouis sous une tonnelle de rosiers avaient prouvé son innocence, et le silence, plus que la malveillance, avait préservé le mensonge. Elle a terminé par une seule phrase que beaucoup ont lue 2 fois, « La vérité ne pourrit pas sous la terre, mais attend, patiemment et complètement, que quelqu'un ose creuser. » Au milieu de la matinée, on pouvait voir Madame Sim arpenter la rue principale, l'expression pincée et son parasol serré comme un poignard. « C'est une honte de raconter des choses pareilles, » murmura-t-elle à l'épicier, qui ne fit aucun commentaire. « Déterrer de vieux scandales, causer des ennuis aux braves gens. »« La justice n'est pas un problème, Madame Sim, » répondit Mademoiselle Hartnell derrière une pyramide de courgettes. « C'est un ménage qui aurait dû être fait. » Mademoiselle Béatrice Follia ne quitta pas son cottage ce jour-là. Ni le lendemain. Mais le dimanche, elle se rendit à l'église, assise sur le même banc qu'à l'accoutumée, le dos droit et le voile baissé. Le pasteur, Dieu le bénisse, ometta le sermon qu'il avait préparé sur Galate et, à la place, parla avec émotion de la rédemption et du pardon. Béatrice ne jeta qu'un seul coup d'œil à Mademoiselle Marple, qui inclina légèrement la tête en retour. Après le service, Gilles Kesbury s'est approché d'elle dans le cimetière. « Tu n'étais pas obligée de me protéger, dit-il. » Miss Marple sourit. « Je ne l'ai pas fait. J'ai protégé le message, les gens avaient besoin d'entendre la vérité, pas l'écho de votre culpabilité. Mais je m'y suis mal pris. Parfois, dit-elle doucement, c'est la seule façon de faire ce qui est juste. Cela aurait pu s'arrêter là. Mais ce ne fut pas le cas. Car 4 jours plus tard, l'agent y frappa à la porte de Miss Marple avec un visage si pâle qu'elle pensa d'abord qu'il était malade. « Il y a eu un autre incident, dit-il. Vous feriez mieux de venir. » La scène se déroulait dans la sacristie de l'église. Non pas le tableau d'affichage, cette fois, mais le petit bureau où étaient conservés les recueils de cantiques et les registres des quêtes. Là, soigneusement posée sur le bureau du vicaire, se trouvait une 5e note. Celui-ci était différent. Les lettres n'étaient qu'une partie du problème. Tu as oublié le jour manquant. Le mensonge n'a jamais porté uniquement sur la clé. Quelqu'un d'autre l'a aidé à s'échapper. Quelqu'un est toujours là. Pas de signature. Pas d'enveloppe. Juste le même type propre, plié en 3. Miss Marple le fixa un long moment, puis se tourna vers Pi. Qui l'a trouvé? Révérend Calhoun. Il a dit qu'il n'était pas à hier soir. Il est arrivé tôt pour vérifier le stock de bougies, et il était là. La porte n'a pas été forcée. Rien d'autre n'a été touché. L'esprit de Miss Marple bouillonnait doucement. Elle n'y avait pas pensé. Ce serait une autre remarque. Elle avait cru que la vérité avait fait son temps, que le drame était terminé. Mais maintenant, ce n'était plus un appel à la justice. C'était une accusation. Et quelqu'un avait attendu que l'histoire soit publique avant d'en soulever une nouvelle. De retour à son chalet, elle sortit les lettres,
les notes et son propre journal des événements. Les 3 premières notes avaient le ton d'une confession provocatrice, certes, mais destinée à inciter à l'action. La 4e avait forcé une révélation. Mais cette 5e, c'était un changement. Cela ne venait pas de la culpabilité. Cela venait de blâmer. Miss Marple se versa une tasse de thé, prit une seule gorgée, puis attrapa son manteau. Elle se rendit d'abord à Ivy Cottage. Béatrice ouvrit la porte d'un air calme, mais ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle fit entrer Miss Marple. « Je croyais que c'était fini, dit-elle. Le journal, l'église, les gens chuchotent à nouveau. Tu n'as pas écrit la dernière note. » « Non, dit-elle rapidement. Non. Je n'ai rien écrit. Je le jure. Ton frère s'est-il échappé, Béatrice? La question a été posée doucement, mais elle a été profonde. Les yeux de Béatrice s'emplirent soudain de larmes et elle se détourna. Oui, murmura-t-elle. Il n'est jamais allé en prison. Il n'a jamais été jugé. Où est-il allé? Afrique du Sud. Un vieil ami nous a aidés à organiser le voyage. Père a utilisé le peu d'argent qui nous restait pour le payer. Il disait que le village ne pardonnerait jamais à Simon, innocent ou non. Que la guerre faciliterait sa disparition. Et Simon, il voulait vivre. Il détestait la honte. Miss Marple hocha la tête. Est-il jamais revenu? Béatrice hésita. Non. Il écrivait, une fois par an. Jusqu'à sa mort. D'une crise cardiaque. Il y a 3 ans. Et personne d'autre ne le savait. Personne d'autre que moi. Et papa, bien sûr, mais il l'a emporté dans la tombe. Miss Marple se leva. Quelqu'un le sait maintenant. Ou du moins croit le savoir. Elle laissa Béatrice assise seule, une tasse de thé refroidissant dans sa main, et marcha lentement dans l'allée en direction de l'école. Elle trouva Giles Kesbury dans le petit jardin derrière le bâtiment, en train de fumer. Il avait l'air d'un homme accablé par des pensées inachevées. Il y a eu une autre note, dit-elle sans préambule. Il serait dit. Ce n'était pas moi. Je sais. Il expira, soulagé. Mais quelqu'un veut plus que la vérité. Oui, dit-elle doucement. Quelqu'un veut se venger. Mais pourquoi? C'est ce que nous devons découvrir, dit Miss Marple. Avant que quelqu'un décide d'arrêter de prendre des notes et de passer à l'action. Ce soir-là, elle retourna à ses notes. Le 5e message parlait de le jour manquant. Quel jour manquant? Puis elle se souvint, la police avait toujours noté un intervalle entre la découverte du vol et la disparition de Simon Follia. Environ 12 heures sans nouvelles. Il avait disparu pendant la nuit. Certains avaient affirmé qu'il avait pris la fuite immédiatement. Mais d'autres s'étaient discrètement demandé s'il s'était caché à proximité. Et si quelqu'un avait qui l'a aidé? Pas Béatrice. Pas son père. Quelqu'un d'autre. Et si cette personne avait vécu avec la peur d'être découverte toutes ces années? Miss Marple, les yeux plissés, chercha à nouveau les archives paroissiales. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait, seulement qu'un détail avait été oublié. Et puis, dans la liste des locataires de guerre enregistrés au presbytère, elle l'a trouvé. Alice Gray, logement temporaire, mars 1943, 5 jours. Alice. La même Alice qui allait devenir Madame T. Kesbury. La même Alice qui n'avait jamais répondu aux lettres de Simon. Mais elle avait vécu au presbytère. Brièvement. Durant la semaine même du vol. Et elle avait les clés. Tous les locataires du presbytère étaient chargés de les détenir en cas d'exercice de blackout ou de raid aérien. Miss Marple se rassit. Alice n'était pas seulement au courant de la clé, elle l'avait peut-être donné ça à Simon. Elle l'a peut-être aidé à s'échapper. Et elle avait gardé ce secret toute sa vie. Mais les secrets ne meurent pas avec leur gardien. Ils continuent à vivre, chez les enfants, dans les journaux intimes, dans la culpabilité.
Et quelqu'un d'autre, quelqu'un qui regardait, avait reconstitué le tout. Miss Marple se leva lentement, ses articulations raides par l'heure. Elle ne dormirait pas cette nuit-là. Parce que maintenant elle voyait ce que les notes étaient réellement devenues. Il n'était plus seulement un aiguillon vers la vérité. C'était un avertissement. Et l'avertissement était le suivant, l'un d'entre eux pourrait être le prochain. Le lendemain de la découverte de Miss Marple, le matin était étrangement calme, ce silence pesant qui s'accrochait aux vitres et rendait chaque grincement de plancher accusateur. À Saint-Marie-Mide, où les poules gloussaient et où les vélos roulaient dans les ruelles, un silence régnait, comme si le village retenait collectivement son souffle. Et vers le milieu de la matinée, le souffle était coupé. À 10 heures précises, l'agent y frappa de haine. Ouvre à la porte de Miss Marple, cette fois avec plus d'insistance. Ses bottes étaient éraflées, son col de travers, et l'expression de son visage indiquait que le message suivant n'avait pas été écrit sur papier. Il y a eu un cambriolage, dit-il sans préambule. À l'école. Le bureau de M. Tewkesbury a été saccagé. Tiroirs ouverts, papier partout. Rien de volé à notre connaissance, mais quelqu'un cherchait quelque chose. Miss Marple posa sa tasse de thé avec précaution. M. Tewkesbury a-t-il été blessé? Non. Il n'était pas là. Il a pris sa matinée pour aller voir sa tante à Mush Benham. Mais celui qui est entré par effraction savait où aller. Il n'a pas touché au bureau principal. Juste à son bureau. Ensemble, ils descendirent le chemin d'un pas rapide, puis racontant leur histoire. La porte a été forcée. Des traces de pas boueuses. Et c'est le plus étrange, Miss Marple, quelqu'un a laissé une simple feuille de papier sur son bureau. Blanche. Rien d'écrit. Rien. Ce n'est pas étrange du tout, répondit-elle doucement. C'est théâtral. À l'intérieur de l'école, l'air sentait le bois humide et la poussière retournée. Le bureau était en désordre, des papiers jonchaient le sol, les tiroirs du classeur étaient arrachés et un cadre photo cassé gisait par terre. La feuille blanche dont Pi avait parlé gisait au centre du bureau, telle une carte de visite. Miss Marple examina lentement la pièce, ses yeux non pas sur le chaos, mais sur les détails. Là, un stylo, sans capuchon et encore humide. Là, de la boue sur le tapis, mais seulement sur le bord. Celui qui était entré était resté un instant dans l'embrasure de la porte, puis s'était essuyé les pieds avant de poursuivre. Étrange. Un intrus prudent. Méthodique. Ce n'était pas de la rage, murmura-t-elle. C'était délibéré. Pi se gratta la tête. Mais tu cherches quoi? Il n'y a sûrement rien à voir avec l'affaire Folia. Au contraire, dit Miss Marple. Je soupçonne que M. Tewkesbury avait commencé à prendre des notes. Peut-être se préparait-il à raconter sa version des faits formellement. Et quelqu'un craignait ce qu'il pourrait révéler. Tu penses que ça ne concernait pas le passé? Oh, c'était entièrement du passé, dit-elle. Mais pas seulement celui de Simon Folia. Celui de quelqu'un d'autre. Ils quittèrent l'école et, ce faisant, Miss Marple s'arrêta devant le portail du jardin. Un petit objet gisait à moitié enfoui dans le gravier. Elle se baissa lentement et le ramassa. Un bouton. Pas du manteau de Giles Tewkesbury. Elle aurait remarqué la tache manquante. Celui-ci était plus ancien, à dos perlé, avec une fissure au milieu. Une femme, probablement. Elle ne dit rien et le glissa dans son sac à main. Cet après-midi-là, elle est retournée à Ivy Cottage. Béatrice Folia ouvrit à nouveau la porte, mais cette fois, son assurance avait disparu. Elle paraissait plus âgée, comme si les années qu'elle avait tenues à distance étaient soudainement revenues la chercher. « Tu as entendu » demanda-t-elle. « Oui. » Qui que ce soit, ils n'ont pas fini. Miss Marple hocha la tête. « Moi aussi, je le crois. » Béatrice la laissa entrer sans plus de mots, et elles s'assirent dans le salon tandis que le vent se levait dehors.
Vous m'avez dit un jour, dit Miss Marple, que votre frère avait fui le pays. Que votre père avait contribué à l'organiser. Béatrice ferma les yeux un instant. Oui. Mais ce n'est pas ton père qui est venu le chercher à l'église ce soir-là, n'est-ce pas? Un long silence. Non, murmura Béatrice. Il ne voulait pas quitter la maison. Trop effrayé d'être vu. Il m'a donné l'argent, les instructions. Mais je ne savais pas comment faire partir Simon. Pas à temps. Et puis, Alice est arrivée. Miss Marple hocha doucement la tête. Alice Gray. Elle avait la clé du presbytère. Elle savait quel train circulait, quel chemin était obscur. Elle avait vu suffisamment de secrets pendant la guerre pour savoir comment en garder un de plus. Elle a dit qu'elle ne l'avait pas fait pour Simon, dit Béatrice d'une voix fragile. Elle l'a fait pour moi. Elle se souciait de toi. Béatrice détourna le regard. Oui. Une fois. Elle s'est mariée peu de temps après. Oui. Je ne savais pas qu'elle partait. Je n'en savais rien avant de voir les bancs. Et à ce moment-là, la guerre avait tout changé. Miss Marple était assise en silence, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. Elle avait peur, dit finalement Béatrice. Peur d'être interrogée. Punie si elle avouait l'avoir aidé. Je lui ai dit que je n'en parlerai jamais. Et je ne l'ai pas fait. Mais quelqu'un d'autre le sait. Béatrix soutint son regard. Oui. Ce soir-là, Miss Marple traversa seule le cimetière. La pluie avait ramolli la terre et un léger brouillard recouvrait les pierres tombales. Elle s'arrêta à côté d'un marqueur, modeste, sans ornement. Alice T. Kesbury 1920-2024 mère et amie bien-aimée. Un petit bouquet reposait à sa base. Frais. Quelqu'un était venu ici. Et il n'y a pas longtemps. Miss Marple s'agenouilla avec difficulté et écarta les pétales. Sous les fleurs se trouvait un petit bout de papier. Déchiré. Tapé à la machine. Tous les coupables ne sont pas morts. Minuit se souvient. Elle le lut 2 fois, puis se leva, le cœur stable. Ce n'était pas simplement un avertissement. C'était une déclaration d'intention. Elle rentra aussitôt chez elle, se prépara un pot de cacao et s'assit à sa table avec les 5 billets disposés devant elle. Chacun avait intensifié ses attaques, chacun avait réduit son champ de vision. De l'accusation à l'implication, puis à la menace. Celui qui était derrière tout ça voulait que le village paie. Mais la question était, pourquoi maintenant? Pas seulement à cause des lettres. Pas seulement à cause de Simon Follia. Il devait y avoir autre chose. Elle ferma les yeux et se remémora la photo sur la cheminée de Béatrice. 2 enfants. Simon et Béatrice. Mais à présent, elle se souvenait d'une chose étrange, le quart était légèrement trop grand pour la photo. Comme s'il en avait autrefois contenu une 3e. Miss Marple se releva à nouveau. Elle avait encore une visite à faire. Le lendemain matin, elle frappa à la porte du presbytère. Le révérend Calhoun répondit avec un sourire endormi. « J'ai bien peur de ne pas être digne d'un visiteur, dit-il. Des pantalons sèches près de l'aga. Je ne vous retiendrai pas, dit Miss Marple. Je me demandais simplement. Vous souvenez-vous qui s'occupait des registres paroissiaux pendant la guerre? Pendant la guerre? Il cligna des yeux. Laisse-moi réfléchir. Ah oui. Madame Pénélope Hart. Elle était sacristine avant moi, mais j'ai lu ses notes. Pourquoi cette question? Parce que, dit doucement Miss Marple, je crois que quelqu'un essaie de réécrire un morceau de l'histoire du village. Et cette personne, réalisa-t-elle maintenant, n'était jamais vraiment partie. Pas l'Afrique du Sud. Pas même Saint-Marinide. Le fantôme dans ses notes n'était pas Simon Follia. C'était quelqu'un d'autre complètement. Et si elle avait raison, l'acte suivant de cette petite pièce sinistre était déjà en cours. Elle devait trouver le dernier joueur,
avant que Midnight n'écrive avec du sang au lieu d'encre. Le lendemain matin, une fine brume recouvrit le village, brouillant les contours des haies et adoucissant les bordures des chaumières. Le paysage aurait été pittoresque, presque charmant, sans la connaissance qui s'accumulait désormais discrètement sous la surface de Saint-Marie-Mide. La vérité, exhumée lettre après lettre, avait commencé à pourrir pour de bon. Et Miss Marple, comme toujours, l'avait pressenti avant tout le monde. Elle était assise tranquillement à sa table de petit déjeuner, le Daily Mirror intact à côté de son assiette, son thé refroidissant tandis que son esprit continuait à s'agiter. L'image de cette photographie sur la cheminée de Béatrice Follia lui était revenue comme un refrain. 2 enfants, certes, mais le cadre avait été conçu pour 3. Les bords du passe-partout étaient inégalement rognés, la photo légèrement décalée. Subtil, mais indéniable. Et puis, il y avait eu les dates. Alice Gray, plus tard Tewkesbury, avait brièvement vécu au village seulement 5 jours, durant lesquels elle avait aidé Simon à s'échapper. Elle n'avait laissé derrière elle ni scandale, ni trace, ni explication. Mais qu'en serait-il si elle avait laissé autre chose? À 10 heures, Miss Marple marchait pas d'un pas rapide, mais avec la détermination tranquille de quelqu'un qui savait déjà qu'elle ne ferait pas demi-tour. Elle passa devant Ivy Cottage sans s'arrêter et s'engagea dans le sentier plus étroit qui menait au bord du cimetière. Sa destination n'était pas une tombe, cette fois, mais la petite maison de pierre située juste derrière le portail du cimetière, la maison de Miss Lavinia Orchard. Mademoiselle Orchard était une figure emblématique du village depuis toujours, et pourtant, d'une certaine manière, elle restait un mystère pour la plupart. Elle avait brièvement enseigné la musique à l'école, puis s'était retirée dans une sorte d'obscurité volontaire, n'étant aperçue qu'à de rares intervalles, faisant la queue chez le marchand de légumes ou désherbant discrètement les bordures du mur du cimetière. Lorsqu'elle ouvrit la porte et que Miss Marple frappa à la porte, son expression vacilla une seule fois. Pas de surprise. Pas bienvenue. Autre chose. Tu es venu, dit-elle. Oui, répondit Miss Marple. Je l'ai fait. Ils étaient assis dans le petit salon, qui sentait vaguement la cire à la lavande et quelque chose de plus ancien, plus difficile à retrouver, peut-être du moisi, peut-être des lettres oubliées. Lavinia versait le thé avec la grâce rigide de quelqu'un qui a appris les bonnes manières auprès d'un être cruel. Tu sais qui je suis, dit-elle après un moment. Je crois que oui, dit doucement Miss Marple. Même si c'est ce que vous croire, c'est à vous de devenir ce qui compte le plus maintenant. La bouche de Lavinia se contracta. Tu me prends pour une folle? Non, dit doucement Miss Marple. Je crois que tu es blessé. Et que tu te caches. Un silence s'étendait entre eux comme un fil tendu. Ma mère n'a jamais parlé de lui, dit enfin Lavinia. Pas vraiment. Elle a fait comme si je n'existais pas pendant un temps. J'ai été laissée dans une famille du Nord pendant 3 ans. Orpheline de guerre, disait-on. Puis un jour, elle est revenue me chercher et a épousé Monsieur Tewkesbury. Il m'a donné son nom. Mais jamais son affection. Parce que tu leur as rappelé Simon. Lavinia leva brusquement les yeux. Tu es sa fille, n'est-ce pas? Demanda Miss Marple, mais doucement. Oui. Le mot tomba comme une pierre dans un puits. Béatrice est ma tante. Elle le savait. Mais elle ne m'a jamais reconnu, pas une seule fois. Même pas quand je suis arrivé au village. Je pensais, au moins, qu'elle pourrait reconnaître mon visage. Mais elle ne l'a pas reconnu. Ou ne l'a pas voulu. Alors tu as envoyé les notes. Je l'ai fait, répondit simplement Lavinia. Toutes sauf celles que Gilles m'a envoyées. Je ne savais pas qu'il avait les lettres. Jusqu'à ce que je voie l'article. Je pensais que c'était juste un lâche de plus. Miss Marple prit une inspiration. Vous vouliez que justice soit faite. Je voulais de la reconnaissance, dit Lavinia. Pour Simon. Pour moi-même. Pour toutes ces années où ma mère a menti. Je vivais dans l'ombre d'un secret qui n'avait jamais été le mien.
Je la regardais souffrir sous le poids de son silence, mais elle ne s'est jamais excusée. Et Béatrice, elle vivait simplement sa petite vie tranquille et émondée comme si de rien n'était. Comme si elle n'y avait pas participé. Alors tu as décidé de le lui rappeler. J'ai essayé de l'effrayer. Au début. Mais ensuite, j'ai vu la réaction du village. Ils ont parlé. Chuchoté. Déterré des choses. Et j'ai pensé qu'enfin, ils verraient la vérité. Et quand cela ne suffisait pas. Le regard de Lavinia se durcit. Je suis allé à l'école. Je voulais savoir ce que Gilles avait. S'il en savait plus que moi. Je n'ai rien pris. Je voulais juste des réponses. Tu as laissé une feuille blanche. Je voulais qu'il se demande ce que j'avais pris. Miss Marple resta silencieuse un instant. Lavinia, ça ne peut pas continuer. Je sais. Tu as suffisamment semé l'ombre. Si tu continues, quelqu'un sera blessé. Et pas comme tu le souhaitais. Je ne voulais blesser personne, murmura Lavinia. Je voulais juste être vue. Miss Marple tendit la main par-dessus la table et la posa légèrement sur celle de la jeune femme. Tu es. Ce soir-là, Miss Marple fit une dernière visite à Ivy Cottage. Béatrice la reçut sans commentaire, même si ses yeux semblaient creux, comme si elle n'avait pas dormi. Elle est venue me voir, dit Béatrice avant que Miss Marple ne puisse parler. Lavinia. Juste après la parution de l'article dans le Hérault, elle se tenait au bord du jardin et m'observait à travers la tonnelle de rosiers. Elle ne disait pas un mot. Mais je savais. Je savais. C'est Agnès, dit Miss Marple. Béatrice baissa les yeux. Elle est bien plus que ça. Elle est la vérité que j'ai enfouie. Tout comme les lettres. Il n'est pas trop tard. Elle ne veut pas de pardon. Non, répondit doucement Miss Marple. Elle veut quelque chose de plus difficile. Être reconnue. Être incluse. La voix de Béatrice se brisa. Comment puis-je l'affronter? Après toutes ces années? Tu ne lui fais pas face, dit Miss Marple. Tu fais face toi-même. Un long silence s'installa. Puis Béatrice hocha la tête, d'une voix tremblante. Plus tard dans la nuit, alors que l'horloge sonnait 11 heures, Miss Marple était assise à sa fenêtre, regardant le brouillard recouvrir la ruelle. Le village allait se rendormir, pensa-t-elle. Peut-être un sommeil agité, mais un sommeil néanmoins. Les secrets avaient le don de calmer une fois dit à voix haute. Même les plus douloureux. Elle a écrit une dernière note dans son journal, il n'a jamais été question de vengeance. C'était une question de mémoire. Elle voulait retrouver son père, non pas physiquement, mais en vérité. Et maintenant, peut-être, elle l'a. Elle posa son stylo et éteignit la lampe. Minuit s'est écoulé sans incident. Pas de notes. Pas de murmures. Juste la paix tranquille d'un village qui commence enfin à faire face à son propre passé. Le matin suivant la résolution silencieuse de Miss Marple, le village de Saint-Marie-Mide s'agita plus doucement que d'habitude. Un canne hésitant était revenu, quoique fragile comme du verre filé, chacun marchait plus doucement, parlait plus bas, comme s'il attendait de voir si la tempête était vraiment passée ou si elle s'était simplement arrêtée. Dans la vitrine de la boulangerie, Madame Pandebury déposait ses tartelettes à la mélasse sans le bruit habituel. Elle n'avait pas évoqué l'affaire Folia depuis plus d'une journée, ce qui était plus remarquable que l'affaire elle-même. Même le révérend Calhoun, habituellement enclin à commenter sans y être invité les failles morales de la société moderne, s'était limité à un bref sermon sur l'humilité et à une homélie sur les rosiers trop taillés. Mais Miss Marple savait qu'il valait mieux ne pas présumer qu'un mystère était clos simplement parce que le village était devenu silencieux. Le silence était rarement vide dans des endroits comme Saint-Marie-Mide. Le plus souvent, il était chargé de choses non encore dites. Elle avait reçu un mot, après tout. Ce n'était pas une menace dactylographiée, ni un poème énigmatique. C'était écrit à la main,
d'une écriture délicate et bouclée qu'elle ne reconnaissait pas, mais sur le même papier bleu pâle que les précédents messages anonymes. On l'avait glissé dans sa boîte aux lettres juste avant l'aube. Il n'est jamais parti. C'est ce que personne ne comprend. Simon Follia n'a jamais fui. Il est mort ici. Quelqu'un l'a aidé à disparaître de l'autre côté. Renseignez-vous sur le jardin du presbytère. Demandez qui a enterré autre chose que des papiers. Miss Marple l'a lu 2 fois avant de reposer sa tasse de thé. Une note comme celle-là n'était pas une conclusion, mais une coda. Un tournant final et brutal dans la mélodie. Et elle était signée d'un seul mot, minuit. Il ne lui fallut pas plus d'1 heure pour se préparer. Elle s'habilla plus soigneusement que d'habitude, enfilant un manteau en tweed gris et un chapeau de feutre foncé, le même qu'elle avait porté lorsque l'inspecteur Craddock l'avait cité comme témoin dans l'enquête de Waddington. Ses gants étaient impeccables. Elle emporta un petit carnet, un crayon et sans trop savoir pourquoi une truelle. Le jardin du presbytère avait toujours été sans intérêt. Quelques rangées modestes de panais, un massif d'herbes aromatiques affaissées et quelques arbustes privés de soleil. Le tas de compost, au fond, était dissimulé derrière un muret de pierre, dont la légère odeur de décomposition était omniprésente. Miss Marple avait toujours cru que les gens gardaient les secrets de la même manière qu'ils gardaient les déchets du jardin, enterrés profondément, masqués par des couches et pas tout à fait décomposés. Le révérend Calhoun n'était pas chez lui, pas plus que sa gouvernante, Madame Dobb, partit rendre visite à sa sœur à Upper Pemberton. Le presbytère était donc ouvert à l'inspection. Mademoiselle Marple parcourait le jardin d'un pas silencieux et déterminé, s'arrêtant sur le chemin latéral, où un petit portail en bois menait à un fourré de lierre et de terre humide. Elle avait arpenté ce jardin à maintes reprises au fil des ans et remarquait maintenant une subtile irrégularité dans le sol. Une zone ovale près du mur du fond, où la terre était plus sombre, plus compacte que son environnement. Ce n'était pas frais. Mais il avait été perturbé peut-être des mois, voire des années auparavant et soigneusement replacé. Elle s'agenouilla lentement et sortit la truelle. Cela lui prit plus de temps que prévu. Le sol était têtu. Mais enfin, ça la heurta à un obstacle solide. Bois. Pas une boîte, cette fois. Quelque chose de plus plat. Elle le débarrassa soigneusement. C'était une vieille mallette reliée en cuir, éraflée, trempée par endroits, et fermée par des fermoirs rouillés. Il lui fallut un effort pour la soulever. Lorsqu'elle l'ouvrit, ce qu'elle découvrit lui coupa le souffle. À l'intérieur se trouvait un ensemble de vêtements pliés de style militaire, kaki délavés et usés. Dessous, une enveloppe scellée. Et à l'intérieur, un passeport. Britannique. Délivré au nom Stephen Morton, mais la photo à l'intérieur était sans équivoque. Simon Follia. Elle le retourna. Au dos de la pochette se trouvait une deuxième photo, une jeune femme tenant un enfant. Une fille. À peine 3 ans. Miss Marple le regarda fixement, puis sortit le dernier objet de l'étui, une lettre manuscrite, cassante avec le temps. Si jamais cela est découvert, cela signifie que la vérité n'a pas été enfouie aussi profondément que je l'espérais. Je ne m'appelle pas Stephen Morton. Je m'appelle Simon Follia. Et je n'ai pas fui. Je suis venu ici, au presbytère, avec l'aide de quelqu'un qui connaissait le prix du silence. Je suis mort ici, tranquillement, en 1944. Je suis enterré sous le vieux figuier. J'ai demandé à ne pas être pleuré, seulement oublié. Mais si quelqu'un s'en est souvenu, alors peut-être est-il temps que le village le fasse aussi. Ma fille devrait savoir qui j'étais. Et que je l'aimais, même si je ne lui ai jamais tenu la main. Miss Marple le relut, les larmes se formant doucement dans ses yeux. Simon Follia n'était jamais arrivé en Afrique du Sud. Il était mort ici, caché à la vue de tous, fugitif, abrité dans le seul endroit où personne n'aurait songé à fouiller, le presbytère. Et quelqu'un Alice Gray, très probablement l'avait enterré avec soin et avait inventé l'histoire de son évasion.
Le reste était une légende. Miss Marple remballa sa valise et retourna à son cottage, l'esprit plus calme que d'habitude. Pas confuse, mais pleine de recueillement. Ce n'était pas une histoire de vengeance, ni même de scandale. C'était une histoire de chagrin, un chagrin profond, accumulé, qui avait traversé les générations sans être exprimé. Elle n'a pas appelé la police. Elle a appelé Béatrice. Les deux femmes restèrent assises face à face, en silence, un long moment. Les mains de Béatrice tremblaient lorsqu'elle ouvrit la mallette. En voyant la photo, elle en eut le souffle coupé. Il a eu un enfant, murmura-t-elle. Miss Marple hocha la tête. Lavinia. Béatrice baissa la tête. Tu n'étais pas la seule à garder un secret, dit Miss Marple. Je ne sais pas quoi faire, murmura Béatrice. Alors je vais vous le dire, dit doucement Miss Marple. Vous l'invitez ici. Vous préparez du thé. Vous parlez franchement. Vous lui demandez pardon. Et si elle ne le donne pas? Peut-être pas, dit Miss Marple. Mais la vérité est un acte de grâce en soi. À la fin de la semaine, une petite affiche apparut au vitrail de l'église, une petite cérémonie, privée, pour Simon Follia. Pas de pierre tombale, mais un nom, lu à voix haute pendant les prières, suivi d'un silence. Lavinia était assise à côté de Béatrice sur le deuxième banc. Elle ne pleurait pas. Elle tenait la photographie dans ses mains. Miss Marple se tenait au fond de l'église et écoutait. Il n'y eut plus de notes après cela. Plus de secrets enfouis sous des rosiers ou derrière des tiroirs verrouillés. Juste un village qui apprend lentement à vivre avec la vérité. Et ce soir-là, dans son salon, Miss Marple reprit son tricot, ses aiguilles s'agitant avec une précision sereine. Elle n'avait pas gagné de prix, ni résolu de cri au sens traditionnel du terme. Mais elle avait fait ce qu'elle faisait de mieux. Elle avait vu ce que les autres avaient manqué. Et elle avait, avec douceur et détermination, contribué à déterrer ce qui n'aurait jamais dû être oublié. Minuit, enfin, avait parlé. Et maintenant, c'était calme. Une semaine passa, et avec elle le doux retour à la routine du village. À Saint-Marie-Mide, les gens ont toujours eu une façon particulière d'absorber les événements les plus inquiétants, comme une pluie d'été dans un sol assoiffé. Ce qui ne pouvait être pleinement compris se transformait, lentement et discrètement, en ragot, puis en souvenir, où il s'adoucissait et devenait supportable. Personne ne mentionna directement le nom de Simon Follia pendant les vêpres. Pourtant, ceux qui avaient autrefois murmuré sa culpabilité prenaient désormais soin de leur rosier avec plus de discrétion, ou réfléchissaient plus longuement avant de porter un jugement sur autrui. L'inscription de l'église, à la mémoire d'un fils disparu, resta 3 jours, puis fut retirée sans cérémonie. Le passé, une fois exhumé, avait retrouvé sa place. Miss Marple avait retrouvé sa paisible routine, même si son trajet jusqu'à la poste était désormais parfois ponctué de pauses méditatives dans des jardins qu'elle avait ignorés pendant des années. Les secrets que ces massifs pouvaient encore receler la poussaient à considérer chaque bordure herbacée avec la même curiosité clinique qu'elle portait autrefois aux dentelles. Elle reçut une lettre de Lavinia 2 jours après la cérémonie. L'enveloppe était de couleur crème, soigneusement rédigée, et le message à l'intérieur était court. Merci de m'avoir rendu mon nom et mon histoire. Je ne sais pas encore ce que j'en ferai, mais je ne me sens plus comme une ombre. Sincèrement vôtre, Lavinia. Miss Marple glissa le mot dans son tiroir à couture, entre ses ciseaux à dentelle et une pelote à épingles en forme de souris à moitié terminée. Elle n'avait jamais demandé de remerciements, mais elle était toujours contente lorsqu'il se présentait sous forme de mots sincères. Cela aurait pu s'arrêter là. Sauf une dernière visite. Béatrice Follia est arrivée juste après le thé un jeudi après-midi, apportant avec elle un petit panier de confiture de coin et un regard qui disait qu'elle n'avait pas dormi. « J'ai bien peur d'avoir à nouveau besoin de votre aide, » dit-elle sans préambule. Miss Marple, qui enfilait un nouvel écheveau de soie à broder, le posa avec calme et efficacité. « Je pensais que ce n'était peut-être pas tout à fait terminé. »
Béatrice s'assit avec précaution, comme si son cadre était en porcelaine fragile. C'est la photo. Celle que Simon a gardée. Celle de Lavinia. Oui. Il y avait 3 des chiffres qui y figurent. Miss Marple leva brusquement les yeux. Je n'y ai jeté qu'un coup d'œil pendant la cérémonie, poursuivit Béatrice. Mais hier, j'ai regardé à nouveau. Il y a quelqu'un en arrière-plan. À peine visible. Mais debout sur le seuil d'un cottage que je ne reconnais pas. Miss Marple se pencha en avant. L'avez-vous toujours ? Béatrice hocha la tête et lui tendit un petit portefeuille en cuir. À l'intérieur se trouvait la photo, encore froissée, encore décolorée. Miss Marple prit son temps. Lavinia était là, indéniablement l'enfant. La femme à côté d'elle sûrement Alice Gray. Mais juste au-dessus de son épaule gauche, dans l'ombre floue de ce qui ressemblait à un linteau de chaumière, se tenait une grande silhouette sombre. Elle a attrapé sa loupe. La silhouette était masculine, indistincte, mais la posture était familière, solennelle, les mains jointes dans le dos, une posture rigide, digne d'un soldat. Pourtant, ce n'était pas Simon Follia. La posture était inadéquate. Le visage était anguleux, et on aurait dit des lunettes. Le plus révélateur était le détail à peine visible au revers de la veste, un petit insigne rectangulaire. Pas militaire. Administratif. Un uniforme. D'une certaine manière. Miss Marple leva les yeux. Qui a pris cette photo ? Je ne sais pas. C'était parmi les affaires de Simon. Mais s'il y tenait beaucoup, ça devait signifier quelque chose. Miss Marple tapota le bord du cadre. Cet homme, il les observait. Il ne faisait pas partie de la famille. Un étranger. Mais pas un passant. Il se tenait sur le seuil, l'air déterminé. Elle fixa la photo un instant encore, puis se leva sans un mot et se dirigea vers ses étagères. Elle en sortit un dossier poussiéreux intitulé « Archives locales et logements en temps de guerre » qu'elle conservait depuis les années d'évacuation. 10 minutes plus tard, elle l'a trouvé. Mars 1943. Logement temporaire attribué au fonctionnaire R. Albert, du ministère de la Sécurité intérieure. Occupant posté au presbytère pour observation confidentielle. Objectif non divulgué. Elle fixa le nom. Albard. Un familier. Ni de l'église, ni du Garden Club. Mais de son propre passé, faiblement. Elle a fermé le dossier. Rufus Albert avait travaillé pendant la guerre sous couvert de « surveillance civile », ce que tout le monde comprenait comme une « surveillance discrète ». Il était arrivé à Saint-Marie-Mide à une époque de loyauté changeante et de paranoïa guerrière. Des rumeurs circulaient selon lesquelles un petit cercle d'hommes aurait aidé certains individus à disparaître non seulement des ennemis, mais aussi des innocents pris dans des vents contraires politiques. Simon Follia n'a peut-être pas simplement disparu avec l'aide d'Alice Gray. Il a peut-être été autorisé disparaître. Facilité par quelqu'un comme Albert. Et si Albert avait participé à cette disparition? Était-il possible que quelqu'un maintenant, des années plus tard, craigne que la vérité finale ne ruine sa propre histoire soigneusement peaufinée? Miss Marple se rassit. La 5e note, quelqu'un l'a aidé. Quelqu'un est toujours là. Était-ce l'œuvre de Lavinia? Ou quelqu'un d'autre, quelqu'un ayant plus à perdre, avait-il commencé à partir, leurs tes propres notes aussi? Plus tard dans la soirée, elle se dirigea lentement vers l'église. À l'intérieur, elle trouva le révérend Calhoun en train de composer des recueils de cantiques. C'était un homme nerveux, même dans ses meilleures circonstances, avec une tendance à tout renverser et à confondre le dimanche avec la fête des saints. « Révérend, dit-elle doucement, je me demande si vous avez déjà entendu le nom de Albert. » Il faillit laisser tomber le recueil de cantiques. « Albard ? Oh, oui. Vaguement. Enfin, oui. Mon prédécesseur l'a mentionné une fois. Il a séjourné ici pendant la guerre. Un homme plutôt réservé.
Un peu réservé. A-t-il été enterré ici? Non. Parti brusquement. Pas d'adresse de réexpédition, si je me souviens bien. Mais maintenant que tu le dis, a fait, laisser quelque chose derrière soi. Vieux carnet. Classé sous les articles divers à la sacristie. Puis-je le voir? Le révérend Calhoun hésita, puis fit un geste vers la pièce adjacente. Miss Marple le suivit et, après avoir fouillé quelques instants dans des tiroirs instables, il en sortit un registre noir et usé. À l'intérieur, sur la 3e page, il y avait un nom, Simon Follia. Et en dessous, observez. Abrité. Sous-scellé à la demande d'Alice G., une habitante du quartier. Fin de vie confirmée, cause naturelle. Enterrement effectué. Entrée scellée. Miss Marple expira. Donc c'était vrai. Tout. Simon n'avait pas simplement fui ou caché. Sa disparition avait été conçue. Supervisée, documentée, puis enterrée sous des couches de silence officiel. Et Rufus Albert avait veillé à ce que personne ne le sache. Sauf que maintenant, ils l'ont fait. Elle remercia le révérend et rentra chez elle. Il n'y aurait ni arrestation ni aveu. Les personnes impliquées étaient soit mortes, soit pardonnées. Et Miss Marple, observatrice discrète, connaissait le poids de la discrétion. Mais elle savait aussi ceci. Une personne était encore accrochée à la peur. Quelqu'un vivait encore à Saint-Marie-Mide qui se souvenait d'Albert, qui craignait le retour de la vérité, non pas à cause de Simon Follia, mais à cause de ce que leur propre rôle avait été dans la préservation du mensonge. Les notes n'étaient donc pas toutes celles de Lavinia. Au moins une peut-être plus venait de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait vu les couches se décoller et avait paniqué. Miss Marple s'assit à son bureau. Il restait encore une vérité à faire sortir de sa cachette. Et elle avait l'intention de le trouver, avant que la peur ne se transforme en quelque chose de pire. Miss Marple n'était pas du genre à se laisser aller à la précipitation, mais c'était une femme d'une précision discrète. Elle savait que les mystères, comme les soufflets, s'effondrent lorsqu'ils sont traités trop brutalement ou trop tôt. Et maintenant, après des jours d'observation attentive et de découverte en douceur, elle sentait que le mystère au cœur de l'affaire Follia touchait à sa fin. Non pas un fracas, mais une douce exhalaison. Une vérité enfin révélée. Elle passa la matinée dans son jardin, taillant des pois de senteur et attachant ses rosiers grimpants. À première vue, elle semblait satisfaite et préoccupée, mais son regard était pensif et alerte. Une visite était attendue, mais elle n'était pas invitée. Elle avait posé l'appât 2 nuits auparavant. L'avis dans le Mush Ben Amerad était petit, niché dans le coin inférieur droit de la page 4, souvenirs recherchés. Toute personne possédant des documents, des lettres ou des documents de guerre relatifs à la famille Follia ou à la correspondance du ministère local, 1942 à 1944, est encouragée à contacter Mademoiselle Jane Marple, The Elm, Saint-Marie-Mide, d'ici jeudi matin. C'était le genre d'annonce qui pouvait paraître anodine à la plupart des lecteurs. Mais pas à quelqu'un qui a un secret, quelqu'un qui a une raison de garder son passé confortablement enfoui. Effectivement, à 11 heures précises, son portail grinça. Miss Marple ne se retourna pas, « Entrez », dit-elle en coupant une dernière fleur. L'eau vient de bouillir. L'homme qui entra était mince et aux cheveux gris, vêtu d'un pardessus marron trop chaud pour le mois de juin et d'un chapeau de feutre tiré un peu trop bas. Il ôta à contre-cœur en s'approchant. Ses traits étaient banals, précisément ceux qui s'effacent sur les photos et s'évanouissent dans la mémoire. Mais Miss Marple le reconnut instantanément. « Monsieur Rupert Albert », dit-elle en l'entraînant dans son salon. « Ou devrais-je dire ? Monsieur Rupert Aldon, comme on vous appelle plus récemment. » Il hésita un instant avant d'esquisser un mince sourire. « Tu as fait tes lectures. »« J'ai fait mes recherches, » dit Miss Marple d'un ton doux. « Ça aide d'avoir vécu une époque plus d'une fois. » Il s'assit avec précaution, jetant un coup d'œil au plateau de scone et de thé que Miss Marple avait préparé. « Je suppose que vous voulez une confession. »
Pas encore, dit-elle en versant le thé. Je veux une conversation. Et j'attends qu'elle soit franche. L'expression d'Albert se durcit. Cela n'aurait plus jamais dû avoir d'importance. C'est ce qu'on nous a dit. Le nom de Simon Follia devait disparaître, pour sa propre protection et celle des autres. Il y avait des ennemis dans des endroits qu'il ne comprenait même pas. Alice, ton amie, comprenait le danger. Elle nous a aidés. Oui, dit doucement Miss Marple. Elle l'a protégé, même après sa mort. Et pourtant, malgré tous ses efforts d'effacement, quelqu'un s'en est souvenu. Quelqu'un a creusé. Toi, dit-il amèrement. Non, corrigea-t-elle doucement. Lavinia. Sa fille. Elle voulait la vérité, non par vengeance, mais par appartenance. Albert changea de position. Il y a des choses qui devraient rester enfouies. Peut-être, acquiesça-t-elle. Mais vous avez laissé une trace, monsieur Albert. Une photo. Une inscription dans un registre. Et un passé que vous pensiez que personne ne prendrait la peine de consulter. Vous avez oublié quelque chose d'important, les villages se souviennent. Il détourna le regard. Tu as envoyé au moins une des notes anonymes, n'est-ce pas? Demanda-t-elle doucement. Son regard revint brusquement au sien. Une seule. Après la publication des lettres par Lavinia. J'ai paniqué. Je me suis dit que si je redirigeais les soupçons, les questions cesseraient peut-être. Je ne voulais pas que quiconque commence à se demander pourquoi Simon n'était jamais réapparu à l'étranger. Pourquoi il n'y avait pas eu de lettres après la guerre? Pourquoi l'histoire de l'évasion était sans preuve? J'avais écrit la version officielle moi-même. Brûler les documents. Enterrer le reste. Miss Marple sirota son thé. Mais il n'a jamais été vraiment enterré, n'est-ce pas? Il avait l'air las maintenant. Je voulais protéger Alice. Elle ne s'est jamais pardonnée. Ni pour son silence, ni pour ses mensonges. Après sa mort, j'ai cru que c'était fini. Ce n'était pas le cas, dit Miss Marple. Ni pour Béatrice. Ni pour Lavinia. Ni pour toi. Albert poussa un long et mince soupir. Que se passe-t-il maintenant? Je n'imagine rien, dit-elle. Tu as pris ta retraite. Tu ne représentes aucune menace. Tu as fait, à ta manière, ce que tu croyais juste. Et maintenant, la vérité a trouvé son chemin, il hocha lentement la tête. Je ne vous dénoncerai pas, ajouta-t-elle. Mais je vais vous demander une chose. Oui. Écrivez-la, dit Miss Marple. Toute l'histoire. De votre côté. Laissez-la derrière vous. Pas pour les autorités. Pour Lavinia. Albert cligna des yeux. Pourquoi elle? Parce qu'elle a grandi dans l'obscurité, monsieur Albert. Elle mérite la lumière. Elle mérite de savoir non seulement ce qui s'est passé, mais pourquoi. Et quoi tout le monde a risqué sa vie pour protéger un homme qu'elle n'a jamais connu. Il resta silencieux un long moment, puis il hocha la tête. Je le ferai, dit-il enfin. Merci. Après son départ, Miss Marple retourna dans son jardin. Elle n'eut pas besoin de coucher sa version sur papier. Elle la conservait en mémoire, nette et complète, comme toutes ses recherches. Mais elle cueillit une autre rose d'un rose tendre, légèrement teintée de pourpre à l'extrémité et la déposa dans un verre près de sa fenêtre. Un symbole. Non pas de culpabilité. Mais de chagrin remémoré et guéri. Ce soir-là, à la tombée de la nuit, Béatrice et Lavinia vinrent prendre le thé. Pas de grandes retrouvailles, pas d'excuses expansives. Juste des voix douces, quelques sourires hésitants et des regards échangés qui portaient la promesse prudente d'un nouveau départ. Ils s'assirent sur la véranda jusqu'au lever de la lune, parlant de l'avenir. Lorsqu'ils partirent, Miss Marple resta assise sur sa chaise, écoutant le tic-tac de l'horloge et le bruissement sourd de l'air nocturne. L'affaire Follia ne s'était pas soldée par une arrestation,
ni même par une révélation majeure. Mais par une compréhension mutuelle, un entrelacement d'histoires fragmentées en un tout discret. À St. Mary Mead, la vérité s'était élevée lentement, comme la brume des champs. Et Miss Marple, toujours vigilante, avait veillé à ce que ce silence ne soit plus jamais levé. Elle se leva enfin et ferma la fenêtre. Et pour la première fois depuis des semaines, elle dormit profondément. Dans les semaines qui suivirent, la vie à Saint-Mary-Mead reprit son bourdonnement habituel et modeste, un rythme de sécateur, de ragots du marché et de cantiques du dimanche. La grande révélation du sort de Simon Follia ne dominait plus les conversations, même si ses traces persistaient comme le dernier parfum des lilas après la pluie. Les hochements de tête étaient désormais plus réfléchis, les affronts passés discrètement pardonnés, et les silences entre voisins ressemblaient moins à des murs qu'à des ponts. Au bazar de l'église, Lavinia Orchard se tenait devant une table de marque-pages fait main, les vendant avec une assurance douce et inédite. Les villageois l'appelaient « Mademoiselle Orchard », sans hésitation ni confusion, ne chuchotant plus sur ses origines, mais évoquant plutôt ses cours de musique et ses biscuits au citron. Béatrice Follia, autrefois distante et raffinée, s'était adoucie. Elle avait lancé un cercle de lecture pour les veuves et invitait souvent Lavinia à prendre le thé. Elle parlait rarement de Simon désormais, mais son souvenir planait entre elles comme une troisième tasse sur un plateau muet, mais jamais absent. Et quant à Miss Marple, elle était revenue à son rythme paisible avec un sentiment de satisfaction tranquille. Un après-midi, alors qu'une lumière dorée filtrait à travers ses rideaux de dentelle, elle était assise avec l'inspecteur Craddock, venu de Londres pour un week-end de visite, apparemment pour voir sa cousine, mais en réalité, comme toujours, pour connaître son point de vue. « C'est drôle, cette histoire de Follia, » dit-il en prenant un biscuit. « Tant de couches, ça me fait penser à ces poupées russes. » Juste au moment où on croit avoir trouvé la vérité, il y a quelque chose de plus petit et de plus triste à l'intérieur. Oui, acquiesça Miss Marple. Mais je crois que nous avons enfin atteint la plus petite poupée. Albert ne sera pas poursuivi, ajouta Craddock. Trop de décennies se sont écoulées et, franchement, Whittle n'a aucune envie de réveiller de vieux ceux. Cray. Ils ont laissé tomber. Comme il se doit, répondit Miss Marple. Parfois, la justice ne se résume pas à punir. Il s'agit de reconnaître. Donner le nom de la vérité pour que la blessure puisse enfin cicatriser. Craddock hocha la tête. Et Lavinia ? Elle trouve sa place, dit Miss Marple. Pas en l'exigeant. Simplement en être, c'est ainsi qu'on acquiert son appartenance à un village. Non pas par le bruit, mais par la patience. Il prit un autre biscuit et la regarda avec une curiosité attendrie. Tu n'as jamais douté que c'était elle, n'est-ce pas? Les premiers billets. Oh, j'ai douté, dit-elle. Mais pas longtemps. Les premières notes étaient personnelles, blessées. Elle portait le poids de quelqu'un qui avait quelque chose à prouver. Mais la cinquième, celle-là, elle sentait la défection. Que c'était l'œuvre d'Albert. Il craignait la vérité plus que Lavinia. Et la photo? Une bénédiction. Dit doucement Miss Marple. La preuve que Simon n'a jamais voulu abandonner qui que ce soit. Qu'il était pris dans un piège qu'il n'avait pas créé, mais qu'il n'a jamais cessé de prendre soin de ceux qui s'y trouvaient pris avec lui. Ils sirotaient leur thé dans un silence confortable. Après son départ, Miss Marple entra dans son jardin. La lumière du soir éclairait ses roses, luxuriantes, éclatantes, d'une vitalité sans faille. Elle se pencha pour cueillir une fleur et l'emporta dans son salon, la déposant dans le vase près de sa chaise. Puis elle s'assit, reprit son tricot et laissa les aiguilles reprendre leur travail régulier. Une grande partie de la vie, pensait-elle, était ainsi, remettre de l'ordre à partir de fils effilochés, attacher les fils lâches et restaurer tranquillement ce qui semblait autrefois brisé au-delà de toute réparation. La justice, après tout, n'a pas toujours été le fait de la loi. Parfois, c'était la main d'une vieille femme, ferme et inébranlable, qui offrait du thé aux perdus.
Et à Saint-Marie-Mide, c'était assez justice.